2 millions de dollars. C'est le prix que l'Iran impose désormais à chaque navire pour traverser le détroit d'Ormuz, le corridor par lequel transite 20% du pétrole mondial. Pendant ce temps, Trump a lancé un ultimatum de 48 heures dont le compte à rebours expire ce soir. Et en Europe, la Slovénie rationne déjà le carburant. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est le bulletin d'information du jour. Ce lundi 24 mars 2026, on décrypte les 5 fronts de la crise en cours. Péage iranien sur Ormuz. Les néoconservateurs américains qui réclament l'invasion de l'île de Karg. Le mystère Diego Garcia, que l'OTAN elle-même refuse de confirmer. La crise énergétique qui commence à frapper le sol européen. Et les drones ukrainiens qui atteignent désormais Saint-Pétersbourg. Si vous voulez comprendre les secousses du monde avant qu'elles ne fassent la une, abonnez-vous à Sismopolitique. On y va. Commençons par le fait majeur du jour. L'Iran a officialisé par la voix du député Alaeddin Boroujerdi, membre de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, l'imposition d'un droit de passage pouvant atteindre 2 millions de dollars par navire pour emprunter le détroit d'Ormuz. Selon Iran International, le parlementaire a déclaré que cette mesure reflète la puissance de l'Iran sur cette voie maritime stratégique. Pour mettre les choses en perspective, le canal de Suez facture entre 200 000 et 1 million de dollars par transit selon la taille du navire. Le canal de Panama, entre 100 000 et 500 000 dollars. La Turquie prélève un droit de passage sur le détroit du Bosphore. Le Canada et les États-Unis facturent la voie maritime du Saint-Laurent. L'argument de Téhéran est simple. Pendant des décennies, malgré les sanctions, l'Iran n'a jamais fait payer 1 centime aux navires empruntant Ormuz. Aujourd'hui, les règles changent. Selon Wikipédia, qui a déjà compilé une page dédiée à la crise du détroit d'Ormuz de 2026, l'Iran a mis en place son propre canal de navigation au nord de l'île de l'Arak, distinct du canal principal au sud. Un navire aurait déjà déboursé 2 millions de dollars pour emprunter ce canal iranien. Et la société de renseignement maritime Windward AI rapporte que le trafic dans le détroit est proche de l'effondrement, avec seulement 16 passages enregistrés sur les 7 derniers jours. Or, ce péage intervient dans un contexte explosif. Samedi 22 mars, Donald Trump a publié un ultimatum sur les réseaux sociaux. Si l'Iran ne rouvre pas intégralement et sans menace le détroit d'Ormuz sous 48 heures, les États-Unis détruiront les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. L'échéance expire ce soir, aux alentours de minuit, heure de Greenwich. La question est simple. Soit Trump passe à l'acte, et dans ce cas, l'Iran a prévenu que sa riposte sera massive et visera les infrastructures énergétiques et de dessalement de tout le Golfe, selon Reuters, l'agence de presse MER, proche du pouvoir iranien, a même publié une carte montrant les centrales électriques de la région à portée de missiles, avec ce message glaçant. Dites adieu à l'électricité. Soit c'est un bluff. Réponse dans quelques heures. Pour les marchés, le Brent oscille déjà autour de 112 $ le baril. Le WTI américain frôle les 100 $. Plusieurs analystes estiment qu'un seuil à 120 $ est atteignable à court terme. Pendant que l'échéance approche, les faucons de Washington haussent le ton. Le sénateur républicain Lindsey Graham a fait le tour des plateaux télévisés dimanche pour réclamer ouvertement la prise de l'île de Karg. Cette île, située à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes dans le golfe Persique, est le terminal par lequel transitent environ 90% des exportations pétrolières de l'Iran. Sur Fox News, Graham a déclaré, selon Real Clear Politics, « Prenez l'île de Karg, contrôlez cette île, laissez ce régime mourir sur pied ». Et quand la journaliste Shannon Bream lui a opposé une analyse du magazine The Atlantic, estimant qu'une telle opération mènerait à une guerre d'attrition sous les tirs de missiles balistiques et de drones, Graham a répondu avec mépris « Je fais confiance aux Marines, pas à ce type ». Il a ensuite invoqué la bataille d'Iwo Jima en 1945 pour justifier sa position. « Nous avons pris Iwo Jima, nous pouvons faire ça ». Rappelons les faits. La bataille d'Iwo Jima a duré 36 jours et causé près de 7000 morts américains et 19 000 blessés. 26 000 victimes au total côté américain. C'est la comparaison que le sénateur Graham a jugé approprié de brandir sur une chaîne nationale. La réaction ne s'est pas fait attendre. Selon le Daily Caller, l'ancienne représentante Marjorie Taylor Greene l'a qualifiée de néoconservateur psychotique prêt à envoyer les Marines se faire massacrer en Iran. La représentante Anna Paulina Luna, vétérane de l'Air Force, a déclaré être profondément consternée par le manque de respect pour la vie humaine affiché par Graham.
De son côté, John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, architecte du retrait américain de l'accord nucléaire iranien en 2018, a surenchéri. Il réclame le blocage des exportations pétrolières iraniennes et la prise de Karg. Sur le réseau social X, Bolton a écrit que ce ne serait pas un engagement de long terme et que cela couperait l'Iran du reste du monde. 20 ans plus tôt, les mêmes promesses étaient faites pour l'Irak. Même rhétorique, même assurance, même légèreté face aux conséquences. Changement de front. Diego Garcia. Un atoll perdu au milieu de l'océan Indien, à 4000 km de l'Iran, abritant une base militaire américano-britannique stratégique. Le Wall Street Journal a rapporté vendredi dernier que 2 missiles balistiques à portée intermédiaire auraient été tirés en direction de la base, sans l'atteindre. Israël a immédiatement affirmé qu'il s'agissait de missiles balistiques intercontinentaux iraniens et que cette frappe prouverait que l'Iran est désormais capable d'atteindre les capitales européennes, Paris, Berlin, Rome, Londres. Problème ? Cette version ne tient pas. Et ce n'est pas Téhéran qui le dit en premier. C'est le secrétaire général de l'OTAN lui-même. Mark Rutte, interrogé par Margaret Brennan sur CBS News dimanche, a déclaré textuellement que l'Alliance Atlantique ne peut pas confirmer les affirmations israéliennes. Quand Brennan lui a demandé si l'Iran pouvait réellement bombarder Berlin, Paris et Rome, Rutte a répondu que l'Alliance savait que l'Iran était très proche de cette capacité, mais que le cas précis de Diego Garcia était encore en cours d'évaluation. Ensuite, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaël Bagaï, a publié un communiqué sur X qualifiant l'incident de faux drapeau israélien. Il a souligné que le fait que même Rutte, qui pousse notoirement les membres de l'Alliance à soutenir la guerre américaine illégale contre l'Iran, refuse de valider les allégations d'Israël était révélateur. Rappelons un élément technique important. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait déclaré début mars, sur NBC, que l'Iran avait volontairement limité la portée de ses missiles à 2000 km, soit la moitié de la distance Iran-Diego Garcia. 3 signaux convergent donc. L'OTAN ne confirme pas, les États-Unis ne commentent pas officiellement, et l'Iran nie catégoriquement. Mais l'incident sert un objectif clair, faire monter la pression sur l'Europe pour qu'elle rejoigne la coalition militaire que Trump réclame depuis le début du conflit. Et c'est précisément l'Europe qui commence à payer le prix de cette guerre. La Slovénie est devenue le premier pays européen à imposer un rationnement du carburant. Selon Reuters, le Premier ministre Robert Golob a annoncé une limitation temporaire à 50 litres par jour pour les véhicules privés et 200 litres pour les entreprises et les agriculteurs. Les restrictions sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre. L'armée slovène a même été mobilisée pour transporter le carburant à l'intérieur du pays. La Slovénie n'est pas un cas isolé. Selon Reuters également, la Slovaquie a autorisé ses stations-service à limiter les ventes de diesel et à appliquer des prix différenciés pour les véhicules immatriculés à l'étranger. Une mesure valable 30 jours. Les Autrichiens venaient massivement en Slovénie pour acheter du carburant moins cher, aggravant la pénurie locale. Mais ce n'est que le début. Le Financial Times rapporte que les flux de gaz naturel liquéfié en provenance du Golfe pourraient s'interrompre brutalement dans les 10 prochains jours. L'Europe importe entre 12 et 14% de son GNL du Qatar qui transite par le détroit d'Ormuz. Si ce robinet se ferme, la crise énergétique européenne changera d'échelle. Et c'est ici que la grande ironie stratégique apparaît. L'Europe a coupé ses liens énergétiques avec la Russie. Les gazoducs Nord Stream sabotés, les sanctions sur le pétrole russe, le refus catégorique de négocier exprimé par Ursula von der Leyen. L'Europe dépendait du gaz russe. Elle s'est tournée vers le GNL du Golfe. Et maintenant, le Golfe brûle. Pendant ce temps, Maria Bartiromo et Mark Levin discutaient sur Fox News de la dimension cachée de cette guerre. Selon leur analyse, le contrôle du détroit d'Ormuz par les États-Unis donnerait à Trump un levier décisif contre la Chine. Pékin important un tiers de son pétrole via ce détroit, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie. Combiné au renversement de Maduro au Venezuela plus tôt dans l'année, Trump chercherait à étrangler les sources d'approvisionnement énergétique de la Chine pour forcer des concessions avant un hypothétique sommet avec Xi Jinping. Ce n'est pas un hasard si le sommet Trump-Xi, initialement prévu à Pékin, a été reporté. Selon plusieurs analystes, Trump n'a pas encore obtenu le levier qu'il recherche. Et l'échange précédent, en Corée du Sud, a tourné à l'avantage de Xi, notamment sur le dossier des terres rares où Pékin a maintenu ses restrictions d'exportation. Dernier front, les frappes de drones ukrainiens en profondeur sur le territoire russe ont franchi un nouveau palier.
Des drones ont atteint la région de Saint-Pétersbourg, visant le port pétrolier de Primorsk, une installation de stockage de carburant. Des vidéos, non confirmées de manière indépendante, montrent des incendies au sein du port. L'aéroport de Pulkovo, à Saint-Pétersbourg, a été temporairement fermé. Des frappes à plus de 1000 km de la ligne de front, touchant non plus seulement Moscou, mais la deuxième ville de Russie. Cela nécessite des capacités de ciblage, de guidage satellite et de renseignement que l'Ukraine ne possède pas seule. Mark Rutte lui-même a confirmé ce week-end, lors d'une interview avec des médias américains, que les États-Unis continuent à fournir du renseignement et du soutien à l'Ukraine. Le secret de Polichinelle, le plus cher du monde. Un mot rapide sur la Hongrie. Le Washington Post a publié 2 articles successifs visant Viktor Orban à quelques jours d'élections législatives cruciales. Le premier révèle un prétendu complot russo-hongrois. La Russie aurait voulu organiser une fausse tentative d'assassinat contre Orban pour générer un élan de sympathie électorale. Le second accuse le ministre des Affaires étrangères Peter Sijarto de transmettre les contenus des réunions de Bruxelles au ministre russe Sergueï Lavrov. Plusieurs publications remettent en cause ces récits, pointant du doigt une possible opération d'influence polonaise relayée via les réseaux de l'ancien ministre polonais Radosław Sikorski et de son épouse, l'éditorialiste Anne Applebaum, proche du Washington Post. Ce qui est certain, ces publications tombent à un moment politiquement opportun pour les adversaires européistes d'Orban, alors que les sondages indiquent une course serrée entre le Fidesz et le candidat soutenu par Bruxelles. Résumons. L'Iran impose un péage de 2 millions de dollars sur Hormuz et contrôle de fait le passage. Les néoconservateurs américains réclament une opération terrestre sur l'île de Kharg en invoquant une bataille qui a coûté 26 000 victimes. L'incident de Diego Garcia reste non confirmé par l'OTAN et pourrait être une opération de manipulation destinée à entraîner l'Europe dans le conflit. La Slovénie rationne le carburant. L'approvisionnement en GNL du Golfe menace de s'interrompre sous 10 jours. Et les drones ukrainiens frappent désormais Saint-Pétersbourg. La question qui se pose ce soir est la suivante. Trump va-t-il passer à l'acte sur les centrales iraniennes et déclencher potentiellement une réaction en chaîne énergétique qui plongerait toute la région dans le noir? Ou reculera-t-il, au risque de perdre toute crédibilité sur la scène internationale? L'Europe, elle, n'a plus de marge, plus de gaz russe, bientôt plus de GNL du Golfe, et un allié américain qui exige en retour qu'elle entre en guerre. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, Trump va-t-il frapper ce soir ou bluffer une nouvelle fois? Abonnez-vous, partagez, activez la cloche. On se retrouve demain. Ici, les secousses du monde sont enregistrées en temps réel. C'était Sismo Politique.